terrain de basket, le city-stade, le terrain de foot, ou le skatepark, qui sont des équipements de loisirs qu'on ne peut pas construire maintenant une cité ou un endroit, un quartier, sans créer ces équipements au milieu. Et en fait, ils viennent en continuité finalement d'une réflexion, d'une symbolique spatiale qu'on connaît aussi dès l'école, puisque dans les écoles primaires, maintenant, il est fréquent qu'on construise, qu'on mette un terrain de foot au milieu de la cour de récréation avec un tracé, et que ça inscrit aussi la domination des garçons au centre de la cour, et puis la périphérie des filles dans la cour. Sauf à Bagneux, du temps où il y avait Nicolas Barre, que je connais bien, et je ne sais pas si vous avez connu l'époque où il y avait Passe la balle et du foot féminin dans les écoles de Bagneux, peut-être certains d'entre vous s'en rappellent, c'était il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Et il y avait eu donc un travail, effectivement, d'initiation des filles au football qui permettait de reconsidérer la cour de récréation. Mais en général, on voit bien cette centralité, et c'est aussi très intéressant pour les géographes, parce qu'on voit bien que si on regarde bien, il y a toujours des espaces centraux masculins sur les places ou dans les lieux, et donc on dit que c'est pour les jeunes, mais non, c'est pour les garçons en fait. De même qu'il y a des terrains de boules, et les terrains de boules, c'est pas pour les jeunes, c'est pour les vieux, mais c'est pour les garçons aussi, les hommes aussi. Ça depuis le 19e siècle. Donc on considère qu'il faut canaliser les jeunes dans des espaces d'expression, qu'ils ont un droit à jouer dans l'espace, sauf qu'effectivement c'est un droit à jouer pour les garçons, et que tous ces espaces créent des continuités d'espaces masculins dans la ville qui montrent de façon très, très symbolique la présence des hommes dans la ville. Alors après ça va plus loin avec les grands stades, on peut considérer que pas une ville de France échappe à son stade de 40 000, 60 000 ou 90 000 places, et que quand on dit aux élus, vous savez, vous venez de construire un stade pour 40 000 hommes, ils disent non, on ne l'a pas construit pour 40 000 hommes, on l'a construit pour les sportifs, 40 000 sportifs. Voilà. Et si on réfléchit en termes de genre, ce qui est notre défaut par rapport aux élus, eh bien on voit bien qu'il n'y a pas des équipements comparables, on n'imagine pas un lieu de loisirs pour 40 000 femmes, vous voyez, ça n'existe pas. Voilà. Et quand il y a des équipes féminines qui jouent à un certain niveau, d'abord elles n'ont pas de budget, elles n'ont pas de sponsors, elles ont beaucoup de mal, et quand elles jouent et qu'il y a un public qui vient, c'est un public masculin. Donc ça aussi, il faut savoir pour le foot, le public du foot féminin, quand il est diffusé sur les chaînes, c'est un public masculin. Voilà. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les pubs, ce que m'avait fait remarquer ma fille, en disant « Papa, t'as vu, il n'y a que des pubs de rasoirs et de voitures dans le match de foot féminin. » Donc ce qui prouvait bien aussi le fait que c'est un spectacle. Qu'est-ce que ça veut dire, SMAC? Scène de musique actuelle. Donc ça aussi, partout dans la France, on a considéré qu'il y avait une culture bourgeoise, qui était celle des orchestres symphoniques, de la musique classique et des écoles de musique, et on a pu considérer à une époque les jeunes des quartiers n'allant pas dans ces conservatoires ou ces salles de musique, alors s'ils n'y allaient pas, c'était aussi parce qu'on pensait qu'ils n'avaient pas le goût d'y aller, ce qu'il faut. Je veux dire, si on croit les moyens que les enfants fassent la musique classique, ils y vont. Et donc on leur a construit, on a développé l'idée qu'il y avait une culture qui était liée, une culture de musique actuelle, qui pouvait être la culture de jeunes rockers, puis ensuite rappeurs créatifs, qui avaient un langage d'expression, de rébellion, et qui était légitime, et qu'on pouvait leur construire des espaces. Et donc ces espaces, les écoles de rock, les lieux de répétition, ce sont des espaces qui sont exclusivement masculins. Et donc, voilà, donc là encore, si on met le genre dans la mécanique, vous voyez, tout s'enraye. On pense qu'il y a de la créativité, de l'innovation, etc. Et derrière, en fait, il y a toujours de la reproduction des inégalités femmes-hommes. Même on pourrait croire que c'est fait exprès. C'est-à-dire que dès qu'on disqualifie une pratique, par exemple, les filles qui ne faisaient pas de musique arrivaient dans les années 80, elles faisaient autant de musique que les garçons. On leur a dit, mais le solfège, c'est nul, c'est classique, c'est de la reproduction, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le rock, la création, la créativité. Et comme par hasard, au moment où les filles arrivaient à la musique, eh bien, on a trouvé qu'il y avait des musiques beaucoup plus intéressantes et qui étaient des musiques des garçons. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette analyse sur les équipements de loisirs spécifiques garçons, donc moi je dis que c'est spécifique garçons, mes collègues et moi, je reste mais pour beaucoup de gens, c'est les jeunes, voilà, ça peut être les jeunes des quartiers. Mais c'est en plus qui fonctionne selon la loi des reins de séparation des sexes, c'est-à-dire que dans ces lieux, que ce soit les lieux du rock, du rap, ou les lieux du skate ou du foot, eh bien, on a une compétition entre garçons que les sociologues connaissent bien, qui s'appelle la maison des hommes, qui existe partout. Et cette maison des hommes, bien, c'est des lieux masculins spécialisés qu'on retrouvera après dans la politique, dans les affaires, ou dans le... je ne peux pas faire le collège, je crois.
dans les affaires, etc., ou dans la franc-maçonnerie. Enfin, donc ces lieux de socialisation des garçons qui sont très importants pour que le groupe garçon crée des lieux de solidarité dans lesquels les principes de la masculinité, être solidaire, loyal au groupe, ne pas pleurer, même pas peur, être dans la compétition collective, etc., donc apparaissent comme des moyens, des choses qui sont centrales. C'est-à-dire qu'on crée finalement ces systèmes de solidarité en garçons dans ces lieux de maison des hommes, et ces lieux de maison des hommes créent ces solidarités sur un modèle, qui est le modèle du caïd, c'est le harceleur de la cour de récréation qui terrorise tout le monde, et qui va avoir de l'humour aussi, et va solidariser autour de lui un groupe de garçons, quelquefois des filles, au détriment du bouc émissaire, du petit gros, de celui qui a des lunettes, de celui qui est un peu efféminé, et qu'on va traiter de... Alors j'utilise les mots scientifiques de PD ou de gonzesse pour l'ostraciser, parce qu'en fait, la jauge de la virilité, c'est effectivement le caïd, le chef, etc. Or, on voit que tous ces lieux qui sont fortement subventionnés fonctionnent sur cette virilité dominante, sur une virilité avec toutes sortes de gammes de virilité, dans lequel il est possible, et même souvent conseillé, d'être un peu un voyou. Les footballeurs, il faut qu'ils soient un peu gangsters, qu'ils fassent des sextapes, qu'ils aient des retraites permis parce qu'ils voient le 260 à l'heure. Ça fait partie du jeu, comme les rockers qui fument des pétards et tout ça, enfin des pétards, tout ça. Et donc, il y a tout ce côté-là qui est une marque qu'on peut appeler créativité, qui est en fait la créativité virile, et qui amène également, au niveau de la création, on connaît les rappeurs, donc pendant 7 ou 8 ans, ils disent des horreurs, comme vous connaissez Orelsan, peut-être ce rappeur qui dit à sa copine, puisque tu m'as quitté, je vais t'éventrer, j'espère que l'enfant va mourir, enfin des choses épouvantables, et qui a été relaxé parce que c'était de la création scientifique, la création artistique. Voilà, la création artistique. Et donc on voit que ces rappeurs, il y a en ce moment Jules, là, qui est un rappeur très écouté par les enfants, dont le single qui a été téléchargé à, je crois, 3 millions, et c'est te déshabille pas, j'ai violé, te déshabille pas, j'ai violé, enfin oui, donc c'est des choses comme ça, et qu'après, une fois Section d'Assaut, qui était aussi très violemment homophobe, et quand ces rappeurs ont passé la stade de la notoriété, après il fait Section d'Assaut, maintenant font des chansons pour la fête des mères, en disant à un moment, c'est grâce à toi que je suis sorti de prison. Et donc ils sont passés à des étapes après, mais on est quand même toujours sur cette créativité et cette valorisation du viril et dominant. Et ce qui est terrifiant, c'est que ce viril et dominant, il est subventionné par des fonds publics. C'est surtout ça qui me préoccupe. Le reste, dans le rap, oui. Si on voulait renverser la tendance et favoriser une vraie mixité de genre, et quel genre d'équipement faudrait construire? Est-ce que ça existe ou le poids du modèle est tellement fort que de toute façon... Alors, je laisse cette question pour la fin. Parce que du coup, après, je vais mettre le suspense. C'était impatient. Alors, deuxième étude, l'usage de la vie par le genre. Donc là, on a pris en 2009 une énorme étude qui avait été faite sur Bordeaux. Alors, Bordeaux, c'est une ville qui est assez grosse et assez petite, donc c'est intéressant. Donc c'est environ 1 million d'habitants, si vous voulez un peu moins, et donc on peut arriver quand même à voir comment ça marche. Alors que Paris, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Mais on peut aussi. Donc là, grosso modo, on avait une enquête qui avait été faite avec l'aide de l'INSEE et puis d'une boîte privée, sur une commande de l'agence d'urbanisme Bordeaux Métropole Aquitaine, sur les mobilités urbaines. Et donc, dans cette enquête, il y a eu 6000 entretiens famille-ménage, c'est-à-dire c'était aussi bien des familles, papa, maman, 2 enfants, que des familles monoparentales, que des personnes âgées, etc. Et donc tout le monde a été interrogé sur les mobilités. Et donc, comme toute enquête sociologique, il y a avant un cadrage, bonjour madame, on coche les cases, vous faites quel métier, vous gagnez tant par mois, etc. Donc on sait, on a tout ça dans l'enquête. Encore la dépouille, et effectivement, cette enquête, elle existe, mais comme souvent, elle n'est pas analysée avec les éléments, les variables sexe et genre. Donc là, on retrouve dans cette enquête que les femmes font 3/4 des tâches domestiques. Alors on le sait, parce qu'effectivement c'est elles qui font, pour la mobilité, elles disent que c'est elles qui font les courses, qu'elles vont s'occuper, elles vont au pressing, ou bien elles s'occupent de ceci, elles le disent tout ça. Et elles font aussi 3/4 des accompagnements, ce qui est très intéressant pour les mobilités. Elles ont toujours des salaires inférieurs aux hommes, donc ça vous le savez, et c'est dramatique, mais il faut se battre, il faut qu'il y ait des lois et des dispositifs pour y arriver.
Elle participe peu à la vie politique. Vous savez que malgré la parité, on n'a que 16% de femmes maires en France, et puis la même chose comme présidente de conseil départemental, et à l'Assemblée, on doit être à 25%, malgré je ne sais pas combien de lois pour la parité. Pour rapport, les pays du Nord sont depuis 50 ans à la parité, enfin depuis, non pas 50 ans, depuis 30 ans à la parité. C'est-à-dire que là actuellement, par exemple, quand en Suède, s'il y a une assemblée qui élit plus d'hommes, eh bien, il y a tout de suite une discussion nationale qui se pose sur comment ça se fait qu'il n'y ait plus d'égalité. Et nous, on est... alors, on a le Rwanda et les Philippines sont bien avant nous dans le classement d'égalité femmes-hommes. Peut-être vous le savez ça, donc c'est pas. Le Rwanda, l'après-génocide, a décidé de mettre en place des mesures très importantes. Puis les femmes ont repris le pouvoir après ce massacre qui a fait énormément de victimes, notamment hommes, mais les bourreaux étaient des hommes aussi, et ont repris la main sur les tribunaux coutumiers, et donc ça a donné une constitution égalitaire par principe par le fait du traumatisme du génocide. Et aux Philippines, eh bien, il y a aussi d'autres pays, Nicaragua, etc., donc pas Nicaragua, Costa Rica, où la parité est quelque chose qui est déjà très installé. Donc en France, oui. La parité, ça ne peut pas aller sans une organisation sociale. Oui. Pour moi, tout est lié, quoi. Oui, bien sûr. Je pense que c'est tant qu'on n'aura pas des hommes qui puissent prendre en charge plus de tâches. Oui, c'est un effet de système. Voilà. Mais c'est un effet de système, il ne peut pas y avoir de cercle vertueux. Par exemple, si je prends un petit modèle, vous voyez, une loi comme le mariage pour tous a fait diminuer, au début ça fait augmenter au moment des manifs, mais maintenant ça fait diminuer de façon très très importante des agressions homophobes. Ça fait même disparaître les bars gays, vous voyez, les ghettos gays. Parce qu'effectivement, il y a le fait qu'on fasse une loi, ça indique quelque chose. En Espagne, des lois sur la violence conjugale ont fait baisser le nombre de femmes tuées en Espagne de façon extrêmement forte, qui fait qu'en proportionnellement à la population, les Espagnols ont 40 ou 50% de moins de femmes tuées par leur conjoint qu'en France. Donc on voit bien que les politiques publiques sont extrêmement importantes. Et ces politiques publiques, eh bien, elles sont nécessairement basées sur le cercle vertueux de la parité. Et bien là, toutes les femmes élues seront féministes, peut-être qu'il y aura aussi des hommes féministes, mais la parité, c'est un cercle vertueux. Et pour la raison qu'on a indiquée, c'est que si la classe politique, elle s'auto-entretient dans le masculin, ce qui est en train de se passer d'ailleurs pour les partis de droite, là, pour les prochaines élections, pour les républicains, eh bien, ça crée finalement des mauvaises habitudes viriles de compétition, je te descends, je te tue, tu es loyal, si tu trahis, etc. Donc on est vraiment sur des cultures masculines politiques qui nous pèsent, qui nous coûtent énormément en termes d'énergie et puis même de capacité de progrès. C'est évident que dans toutes les études faites par l'ONU, plus les pays sont paritaires, plus effectivement elles ont un développement économique et une croissance importante. On ne dit pas ça pour plaider pour l'égalité femmes-hommes, mais ça va de soi. Plus les femmes travaillent, et plus il y a de moyens, plus effectivement il y a des... Voilà. Alors, elles se sentent en insécurité la nuit. Alors voilà, elles participent à la vie politique. Il faut voir aussi le côté des... Pardon, voilà. Non, c'est la base. Alors, j'ai appuyé sur le bouton. Voilà. Elles participent, je vais avancer un peu plus parce que là je vais lentement. Aucun des architectes ou des urbanistes qui construisent la future agglomération n'est une femme, donc les hommes sont aussi à la direction des services techniques, ils sont à la voirie, c'est eux qui s'occupent des transports. Donc on voit l'effet aussi de ces orientations dès l'enfance, et puis aussi l'effet de ce qu'on appelle les plafonds de verre. Qu'aujourd'hui il y a plus de femmes dans les écoles d'architecture et dans les instituts d'urbanisme que d'hommes. Mais arrivé à l'insertion professionnelle, bien beaucoup ne trouvent pas d'emploi, ou trouvent des emplois subalternes, sous-qualifiés, et donc le plafond de verre est important, et ce sont les hommes qui ont encore cette responsabilité des villes. Il n'y a pas aujourd'hui de villes dont la majorité des monuments ne soient construits aujourd'hui par des hommes. Les femmes ont des petits contrats à l'architecture intérieure ou des petits contrats, mais les tours, les grands aménagements, c'est toujours des hommes qui conçoivent, alors après c'est des hommes blancs, 60 ans, des classes dominantes, qui conçoivent la ville plus dans le Il n'y a plus de nom, alors de toute façon il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de nom. De nom. Le nom des architectes. Ah oui, on les met plus, enfin on les connaît quand même. On les connaît quand même. Oui, des fois on les connaît pas. Ici il n'y a plus.
Peut-être parce qu'ils savent que leur architecture risque de se démoder. Donc, quand on a construit des horreurs architecturales comme les grands ensembles, il faut peut-être mieux qu'il n'y ait pas le nom en bas. Alors, les femmes aussi, ce qui caractérise effectivement, si on peut douter, évidemment, on ne va pas dire qu'il existe la femme et l'homme. Hein. Voilà, c'est ça, c'est aussi la critique quand on dit la journée de la femme, c'est pas très heureux, il faudra dire la journée internationale des droits des femmes. Et donc, oui, parce que les femmes, bien, c'est des femmes riches, des femmes pauvres, des femmes âgées, des femmes jeunes, des femmes à la peau foncée, des femmes handicapées, c'est des femmes qui habitent dans des quartiers différents. Et donc, finalement, tous ces paramètres font que chaque individu, aucun homme ne se ressemble, aucune femme ne se ressemble, on n'est que des individus. Ce que dit aussi Catherine Vidal pour notre cerveau, chacun a un cerveau particulier, il n'y a pas de cerveau droit, cerveau gauche, hein, contrairement à ce qu'on croit, on n'a que des cerveaux qui nous ressemblent. Alors, par contre, dès que tombe la nuit, et c'est là où on voit que la question du genre comme rapport social eh bien, est au-dessus, hein, c'est pas parce que je suis un homme, vous êtes une femme, qu'on a tel ou tel comportement, c'est parce qu'on a des règles qui nous imposent un certain nombre de choses. Et donc là, dans toutes les enquêtes qu'on a menées, alors auprès des Bordelaises, hein, donc là on a pris on a fait ce qu'on appelle des groupes focus, c'est des groupes de discussion avec des femmes qui ont été recrutées par échantillon à la NPE, qui venaient des quartiers d'âge différents, et donc on a fait des groupes de 5-6 personnes ensemble. Donc c'est ma collègue Marie-Christine Bernard-Rome, techno-urbaniste, qui s'en est occupée, de façon à ce que la présence d'un homme ne vienne pas perturber l'entre-soi des femmes justement qui racontent aussi leur ville. Et donc là, eh bien, on voit, hein, alors on a fait aussi ces entretiens avec des étudiantes, eh bien, qu'il y a une commune mesure de la ville, c'est la peur de la ville la nuit. Dès que la nuit tombe, femmes et hommes n'ont pas les mêmes comportements. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jeunes filles qui bravent la nuit et qui font la fête, au contraire, hein, mais elles sont toujours dans une attention de vigilance. C'est-à-dire qu'elles racontent comment les étudiants de Bordeaux, avant de sortir, elles se disent bon, je vais à tel endroit, donc je vais m'habiller de telle manière, voilà, ça craint, donc je vais faire un détour pour aller chez ma copine, et puis je garde le téléphone allumé, et je préviens quelqu'un pour dire que j'y vais. Et donc il y a toujours cette vigilance qui fait qu'on n'est pas à l'aise dans la ville. Et donc, en général, notamment pour les jeunes filles, qu'elles sortent pour aller voir des amis ou pour faire la fête d'ailleurs, eh bien elles sortent quand elles traversent des quartiers, elles s'habillent toujours des pieds à la tête, donc rares sont les filles, et d'ailleurs on leur reproche, si elles sortent la nuit en mini-jupe et qu'elles sont victimes d'un viol, eh bien autrefois, maintenant ça se fait plus, on leur disait, vous l'avez bien cherché, vous devez attirer la sphère des mâles. Mais là aujourd'hui, non, elles sont raisonnables, elles se couvrent les cheveux, et toutes disent avoir des souliers plats, et quand elles doivent sortir pour une soirée, elles cachent leur mini-jupe sous un grand manteau, et elles ont les talons dans le sac. Et on dit pourquoi des souliers plats? Pour courir. Voilà. Donc elles considèrent finalement, toutes considèrent que la ville finalement est dangereuse, et que la ville est dangereuse en tant que femme. Alors les plus âgées, bien quand elles ont un peu d'argent, elles préfèrent aller au spectacle en taxi, ou bien en voiture dans les parkings, ça devient compliqué. Celles qui sont seules avec des enfants ne sortent pas. Voilà. Et donc on voit toujours ce fait que la nuit pose problème. Et si on fait le travail avec un groupe témoin d'hommes, les hommes n'ont pas de soucis. Voilà, ils sortent, ils disent tiens, je vais aller voir un copain, ils sortent. C'est pas dire qu'ils ne se font pas agresser. Ils ne ont pas ce poids de l'inquiétude, du sentiment d'insécurité qui est lié à l'agression sexuelle. Comment ? Ça existe, c'est très rare, mais ça existe. Oui, bien sûr, oui, absolument. Mais ce qui n'est pas rare chez une femme, par exemple, j'ai raconté dans un article qu'en travaillant sur ce sujet avec les étudiants, je me suis rappelé, moi, avoir été victime d'une agression sexuelle dans le RER, d'ailleurs, parce que j'allais prendre ma leçon de violon à Bordeaux, à Paris, pardon, j'habitais à côté. Et en fait, ça m'était sorti de la tête, j'ai rappelé d'un vieux monsieur qui m'avait tripoté dans le RER. Donc ça arrive effectivement aux garçons. Seulement moi, ça m'est arrivé une fois, ou deux fois d'ailleurs, j'avais été aussi suivi par un mec jusqu'à chez moi, mais ça ne m'empêche pas de sortir dans la ville. Alors que pour les femmes, c'est quelque chose de répétitif, de quotidien, qui commence par un regard insistant, par une réflexion, un compliment, puis ensuite le fait de se faire suivre, puis ensuite un geste déplacé. Et donc il y a cette pression permanente qui fait que la totalité des femmes que nous avons interrogées, et ça a été confirmé après par une enquête au Conseil égalité femmes-hommes, eh bien 100% des femmes disent avoir été agressées au moins une fois dans leur vie dans le métro ou les transports en commun. Des agressions qui peuvent être légères, ça peut être des agressions verbales, ou bien des frotteurs-frôleurs, des gens qui les suivent, ou bien le fait d'être étreint de façon forcée, coincé dans un... Voilà. Donc c'est des choses qui sont extrêmement
pesant. Hein. Et donc là, on considère finalement, il y a dans l'esprit commun qu'il y aurait une ville dangereuse pour les femmes, dans laquelle elles seraient en insécurité. Alors après, je vais aller assez vite sur cette partie d'études, mais ça peut vous intéresser de voir la méthode. Donc on fait des petites études microgéographiques, donc celles-là sont publiées, mais il y en a bien d'autres. On a travaillé sur un quartier de fêtes étudiantes, sur le fait que quand même dans les villes européennes modernes, c'est bien, notamment là où il y a des étudiantes, c'est quand même plus vivant quand il y a des étudiantes dehors, ça met de la gaieté. Quand on va dans certaines villes du sud, où on voit qu'il n'y a pas aucune femme dans la rue, c'est quand même un peu tristounet. Donc on encourage les filles à sortir, et pour qu'elles sortent, bien dans ce quartier de boîte, les étudiantes sont émancipées, elles y vont, elles ont l'entrée gratuite, l'open bar jusqu'à minuit, et après on fait rentrer les garçons quand elles sont un peu saoules. Et voilà. Il y a quand même aussi à la fois une autorisation pour que les filles sortent dans la rue, et en même temps, quelque part, on n'a pas réglé le problème. C'est pas anodin, ça. Non, c'est pas anodin, tout à fait. Et donc là, on voit bien aussi que les filles doivent aussi avoir des stratégies de défense par rapport à ça, surtout le soir à 4h du matin quand elles sortent de la boîte, parce qu'on peut rester jusqu'à 4, 5, 6h du matin, sauf si on a la migraine, que la soirée se passe mal, que le lendemain il y a un examen. Et à ce moment-là, on ne ressort plus en groupe, on ressort seul. Et donc il y a tous ceux qui, à l'entrée des boîtes, parce que dans les boîtes c'est assez tranquille, il y a les physionomistes, il y a de la sélection, donc si un garçon est un peu lourd, il est viré par les videurs. Donc les étudiants sont très contents. À la sortie, il y a tous ceux qui ont été virés ou qui n'ont pas été acceptés à l'entrée, qui sont dehors. Il y a des